son diplôme en agronomie à l'Université Laval il y a plus de 35 ans. Tout en étant propriétaire de la ferme familiale, elle a d'abord été enseignante en grande culture et en production animale à l'ITA de la Pocatière. Puis, en 2007, elle a choisi de devenir conseillère au MAPAC. Ses expériences sont variées dans la plupart des secteurs agricoles et principalement en production fourragère, en pâturage, en fertilisation et en alimentation animale pour la production laitière et la production bovine. Je passe la parole à France, qui nous présente une conférence de 45 minutes sur comment produire des fourrages avec moins d'intrants. Bon, mais bonjour à vous tous. Ça avance-tu? Oui, un peu. J'ai trop avancé vite. Donc, bonjour à vous tous. Je suis très contente d'être avec vous. Je suis contente aussi, très heureuse d'avoir été invitée à cette première journée pour moi, une conférence d'élevage au pâturage. Je trouve toujours que ces journées-là sont super intéressantes. On apprend beaucoup. Là, je vais vous dire, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est en discutant avec beaucoup de producteurs que j'ai déterminé certaines stratégies pour réduire les intrants, mais vous avez sûrement d'autres façons de faire que je ne vous présenterai pas. Là, je vais me mettre la situation. Le taux d'intérêt a triplé depuis les derniers mois. Fait qu'on est passé à peu près de 2 à 6 d'intérêt présentement. Fait ceux-là qui ont un emprunt à taux variable, il s'agirait d'y penser parce que si on regarde un petit peu, OK, ça marche-tu le pointeur? Si on regarde, en tout cas, si on regarde depuis 92 jusqu'en 2002, si vous regardez les taux d'intérêt, comment ça a fonctionné au tout début, parce que je me suis informée là-dessus, parce que c'est très, très important dans les prochains mois pour les productions animales qui ont des emprunts. Au début, il y avait des fluctuations d'intérêt. Ensuite, à partir début des années 2000, on a commencé à y aller par plateau sur les taux d'intérêt. Vous voyez, à partir de 2000, il y a des plateaux. Là, ce qui m'inquiète, c'est que les taux d'intérêt montent tout le temps. Donc, là, je vous donne une conférence sur comment diminuer les intrants, mais malgré que certains intrants, comme je l'écris, ont doublé, les taux d'intérêt, je pense que c'est ça qui est le plus inquiétant présentement parce que ça monte tout le temps. Donc, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va décider, il va falloir générer un petit peu plus de revenus, puis on sait que dans les productions animales, souvent, c'est ça qui manque, les revenus. Donc, la conférence est là-dedans, c'est que comment on va réduire nos intrants, comment on va réduire notre coût de production pour réussir à passer au travers de ça. En passant, la main-d'œuvre, souvent, au niveau des pâturages, tout ça, c'est la main-d'œuvre qui est la problématique parce qu'on veut réduire la main-d'œuvre. Sauf que dans les coûts, ce n'est pas ça qui a augmenté le plus. C'est surtout les intérêts et les intrants. Donc, au niveau de la main-d'œuvre, c'est peut-être ce qui est le plus économique. Donc, j'ai été chercher les coûts de production du foin en 2016 et 2018. J'ai pris un tableau tel quel de Agritel où ce qu'on dit qu'il y a 20 meilleur, 20 pire. Pour moi, ce n'est pas les pires. C'est peut-être ceux-là qui... Ça dépend de la ferme, ça dépend où est-ce qu'elle est située, ça dépend si les sols sont fertiles, ça dépend de toutes sortes de choses qui fait que ça coûte plus cher. Parce que les rendements... Là, le pointeur marche-tu là-dessus? Non, OK. Donc, le coût de production est de 157 pour sa première ligne pour les 20 meilleurs et 350 par tonne pour les 20 pires. Donc, c'est plus que du simple au double. Quand on prend le rendement, c'est là que je veux vous faire le lien, avec le rendement, on a 7,4 tonnes à l'hectare de matière sèche pour les meilleurs et ça diminue à 5,2 pour ceux-là qui sont dans le groupe de fin. Au niveau des superficies, aussi, on a une réduction de superficie de 20 et la machinerie coûte pratiquement le double. Si on le met à l'hectare, la machinerie coûte le double pour ceux-là qui sont dans le groupe de queue. On passe de 476 à 784, mais quand on fait les calculs, ça coûte 2 fois plus cher à l'hectare
pour le groupe de fin. Donc, il faut... j'ai analysé ça tout bord, tout côté, et ce qui est vraiment important, c'est d'augmenter le rendement fourragé. C'est ça la clé. Si on augmente le rendement fourragé, automatiquement, on va récolter plus de rendement à l'hectare, on va réduire nos coûts. Donc, qu'est-ce qui augmente les coûts de production présentement? Il y a les intrants, vous savez tout ça, la machinerie, coûts d'acquisition, les autres dépenses, le taux d'intérêt de la marge de crédit, des fois on l'oublie, mais ça, c'est toujours plus élevé que le reste, que le taux d'intérêt d'un emprunt. Donc, tout ça, ça fait en sorte que de plus en plus, le coût des fourrages augmente avec les années. Bien, cette année, je veux dire. Donc, avant ça, la production de fourrage était correcte. En 2018, on a eu des sécheresses, 2019, 2020. Là, on a vu des baisses de rendement de fourrage. Et là, maintenant, on a eu une super de bonne année. Donc, cette année, on a beaucoup de fourrage. Les producteurs ont des fourrages partout. J'ai un peu visité un peu partout dans la province, en Abitibi, tout ça. Partout, on a des fourrages en grande quantité. Et c'est une chance qu'on a ça, parce que si on n'avait pas de fourrage comme on avait dans les dernières années, là, on aurait des problèmes. Fait que ceux qui ont des fourrages, présentement, vous allez pouvoir prendre des meilleures décisions. En réserve, je veux dire. Donc, coût de production et rendement, en passant, ce que je vous présente là, c'est sûr que c'est pour les fourrages. C'est autant pour les pâturages que pour les prairies, mais j'ai tendance à parler plus de prairies, parce que c'est ça qu'on a le plus dans les coûts de production. Fait que si on prend ce tableau-là qui est sorti en 2020, une année où on a eu de la sécheresse, les rendements étaient le plus bas pour le producteur qui était le moins bon au bout, là. Je vais reprendre l'autre. Celui-là qui était le moins bon, comme disaient les pires, là. Donc, c'est 1,5 tonnes de matière sèche à l'hectare. Donc, ça coûtait 640$ la tonne de matière sèche pour ce producteur-là. Celui qui était en bas, encerclé, lui avait un rendement, même malgré une sécheresse, 6,6 tonnes de matière sèche à l'hectare ça coûtait 128$ pour lui par tonne de matière sèche. Fait que quand on regarde ça, si on recule, mettons, on va en 2017, l'année où on n'a pas eu de sécheresse, c'est un peu comme cette année, là, c'est pour ça que je trouvais que ce graphique-là était bon. Cette année, on a des producteurs qui ont eu facilement 12 tonnes de matière sèche à l'hectare, même 13 ou 14. Et celui qui était le moins bon avait 4,6 tonnes de matière sèche. Donc, si on regarde les coûts de production de ces deux-là en 2017, c'était 101$ la tonne de matière sèche, et l'autre, c'était celui qui avait le moins bon rendement, 453. Cette année, en ayant plus de foin à l'hectare, plus de rendement, on est supposé d'avoir réduit notre coût de production par rapport à une année de sécheresse comme 2020. Mais là, on sait que les intrants ont monté, donc le coût de production a monté. Si je me suis dit, j'ai fait une supposition, si les coûts de production ont augmenté de 20%, ça veut dire que le prix cible d'une tonne de matière sèche fourrage devrait être 325. Mais si c'est 325, là, souvent, on ne parle pas de... Quand on parle en producteur, on ne parle pas de tonnes de matière sèche, on parle de coût à la balle ronde. Quand que je regarde sur les sites de vente de foin, c'est à la balle ronde. Donc, disons une balle ronde de poids sec de 250 kg, poids sec. Donc, ce serait à peu près 80$ la balle ronde. Si c'est 80$ la balle ronde, ça veut dire qu'on ne peut pas la vendre en bas de 80$ la balle ronde, si on a un rendement moyen. Si on a un rendement élevé, c'est pour ça qu'il y en a qui disaient « Ah, mais cette année, les rendements sont élevés, donc je peux la vendre à moins cher parce que j'avais plus de rendement, donc ça a coûté moins cher de machinerie, ça a coûté plus cher, etc., etc. » Oui, c'est vrai, parce que, disons qu'on baisse de 75$ la tonne de matière sèche, ça ferait en sorte que c'est quand même 60$ la balle ronde, le coût minimum. Donc, avant de vendre en bas de 60$, il faut y penser. Parce que là, je reviens à ce que je disais au tout début, les taux d'intérêt ont monté, le coût des machineries a monté, tout a monté. Donc, l'été prochain, on va espérer d'avoir une année normale. Mais si on a une année normale, tant mieux, on a une bonne réserve, on va pouvoir faire des choix, puis c'est là que je vous emmène. Là, ce qu'on nous dit souvent, pour avoir votre coût de production, il faut avoir votre rendement fourragé. Cette année, j'ai fait le SECPA. Ça veut dire que j'ai compté les nombres de boîtes, j'ai tout compté. Puis j'ai fait des compilations.
Et je peux vous dire que c'est quand même long faire tout ça. Ça fait que la compilation des rendements, là, quand on le fait, des fois, on le fait pas tout. Puis on essaie d'escamoter. Fait que là, j'ai été capable avec ça de savoir mes champs qui avaient le moins bon rendement, puis ceux-là qui avaient le meilleur rendement. Sauf que je le savais, les champs qui n'avaient pas les bons rendements. Je connaissais mes champs avec les bons rendements. Donc, ça vaut la peine pour comparer les champs de faire ça, mais si vous le savez, tant mieux. Des fois, il y en a qui vont, le nombre de balles à l'acre, c'est correct aussi. Donc, si on continue. Donc, l'approche, ce que je vois, c'est qu'il y en a qui vont y aller par champ. Dans ce champ-là, j'ai eu tant de balles à l'acre. Par coupe, ça aussi, c'est important parce que les coupes, des fois, il y en a qui ont des sécheresses, il y en a qui n'en ont pas. Donc, si on a une année de sécheresse, le rendement de tout ça, il faut le mentionner. Quand on compare d'une année à l'autre, là, depuis les 5 dernières années, on se rend compte qu'il faut y aller, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça fait qu'on ne prend pas un rendement par coupe si on ne sait pas si on a eu une sécheresse. Il faut vraiment mettre qu'est-ce qui est arrivé. Par année aussi, par mélange fourragé. Par exemple, j'arrive chez un producteur, je dis quel mélange tu as utilisé. Souvent, là, on ne le sait pas. Après 3 ans, 2 ans, on ne sait plus quel mélange qu'on a utilisé. On ne sait plus la dose de semis qu'on a utilisée. Fait que ça, il faudrait que ce soit noté. Ça manque. Parce que si vous avez un bon mélange fourragé, ça va bien. Pourquoi ça a bien été? Pourquoi ça a bien poussé? Il faut avoir les notes là-dessus, puis il faut le prendre en note. Au moins, gardez votre étiquette de semis. Il y a aussi, par famille de plantes fourragères, il y en a qui vont dire les prairies de graminées m'ont donné tant, les prairies de légumineuses m'ont donné tant. Et on peut aussi y aller par groupe de champs. Donc, des champs, par exemple, loués qui ont un moins bon pH, moins bon drainage, ils ont donné tel rendement, les autres ont donné tel rendement. Ça nous permet de comparer nos champs. Donc, on va y aller par groupe de champs. Là, je vous donne toutes sortes de possibilités. Vous pouvez y aller par groupe de champs, vous pouvez y aller par coupe, comme je vous ai dit. Quand c'est une année normale, sécheresse et canicule, c'est différent de sécheresse, parce que quand il y a une canicule, il fait trop chaud, les plantes sont stressées, les rendements diminuent. Le type de fertilisation aussi. Par exemple, vous allez dire, je vais fertiliser un groupe de champs, l'autre, je ne le fertilise pas. Il faut être capable de comparer ces groupes de champs-là. Cette année, vu qu'on était en baisse, on voulait augmenter les rendements, il était possible de fertiliser. Mais ceux-là qui ont fertilisé cette année ont eu moins de différence de rendement entre les champs que s'ils n'ont pas fertilisé. Mais ça ne veut rien dire. Si on a eu une année normale, ça aurait été mieux de fertiliser. Pour une rotation de prairie aussi, quand on fait les rendements, est-ce qu'on fait, on fait notre rotation de prairie? C'est quoi le rendement moyen sur 6 ans? C'est la rotation de 6 ans. C'est quoi le rendement moyen sur 4 ans? Ou 3 ans, ça dépend. Et les rendements aussi des champs en propriété et des champs en location. Ce que j'essaie de vous amener, c'est on ne peut pas prendre un rendement général d'une ferme. Il faut y aller par groupe, il faut y aller par une stratégie. Sans ça, on ne peut pas faire des choix pour réduire les intrants. Donc, c'est un peu ce que je vous dis. Vous devez avoir un historique de rendement. Vous devez vérifier c'est quoi la longueur de votre rotation. Est-ce que vous coupez tous les champs ou vous ne les coupez pas tous? Il y en a qui vont faire une première coupe, deuxième coupe, ne font pas la troisième coupe. Vous devez être aussi capable de comparer entre les champs puis entre les mélanges fourragers et les cultivars. Ça veut dire que si vous utilisez toujours le même mélange fourrager, ce n'est pas un problème, mais si vous utilisez des mélanges différents, puis ça, je vois ça, là, il y a des producteurs qui font des essais. Donc, cette année, j'essaie tel mélange. L'année d'après, ils essaient tel mélange, puis l'autre année aussi. On ne peut pas comparer parce qu'on n'a pas le même mélange. L'autre chose, est-ce que vous faites les 3 coupes ou les 4 coupes ou les 2 coupes pour tous les champs? Ça fait que quand on fait les rendements, il faut comparer la même chose. Ça veut dire si vous faites la 3e coupe pour certains champs, puis il y en a d'autres que vous ne faites pas, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait. Est-ce que ça a été les champs qui ont été coupés en dernier? Puis s'ils ont été coupés en dernier, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rendement, etc. En plus, quand on fait les calculs de coûts de production, là je m'en vais avec les agroéconomistes, quand on fait les calculs de coûts de production, on n'associe pas ça avec notre qualité fourragère des foins. On n'associe pas ça au coût des suppléments pour la ferme. On n'associe pas ça non plus avec les lots qui ont eu de la pluie ou pas de pluie. Puis on n'associe pas ça avec la fermentation qui fait qu'on a un bon pH. Donc tout ça, quand on vient de parler de rendement fourrager, ça devient extrêmement compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les intrants? Donc, je regardais ça. Si on a un faible rendement,
généralement, on a tendance à réduire la rotation de nos prairies. Donc, on va faire 4 ans, mettons, au lieu de 6. Mais si on réduit la rotation de notre prairie, ça va coûter un peu plus cher. Parce que on réduit de 2/3 la durée de la rotation, ça veut dire que ça va coûter 1/3 de plus de traitement d'herbicides, ça va nous coûter 1/3 de plus de graines fourragères, ça va coûter 1/3 de plus de carburant, main-d'œuvre, machinerie, parce qu'il faut faire un semis. Donc, une rotation courte, ce qui arrive, c'est que durant l'année d'implantation, on a un rendement plus faible. Puis là, la stratégie que les producteurs utilisent, je constate ça, c'est que là, on va essayer d'augmenter le rendement ou la rentabilité de cette année-là en faisant une céréale grainée. Mais si on fait une céréale grainée puis qu'on récolte les grains, ça se peut que l'implantation ne soit pas bien réussie. Si l'implantation n'est pas bien réussie, on n'aura pas de rendement après. Donc ça, c'est important aussi. Si je reprends ça autrement, si je suis capable d'augmenter les rendements de 4 tonnes à 8 tonnes, parce que je fertilise, je fais tout ce qu'il faut, je cible les bons champs, tout ça, donc je peux faire toutes sortes de choses différentes qui vont rentabiliser davantage la ferme. Je peux faire du soya puis de la consignation pour ceux-là qui en ont besoin, puis l'alimentation future. Je peux faire des céréales, donc je vais avoir de la paille, je vais avoir plus de paille, je n'aurai peut-être pas besoin d'en acheter, surtout avec en production animale, on en a besoin tout le temps. Est-ce qu'on va avoir au moins d'hectares à louer? Donc, on va faire moins de transport, on va faire des économies de carburant. Est-ce là, en faisant ça, si je regarde les producteurs, ils s'en vont plus avec du maïs en silage. Parce qu'avec le maïs en silage, je prends d'autres, là. Si on y va vers le maïs en silage, on a moins de foin à faire. Parce qu'on veut ou qu'on ne veut pas, quand on fait du foin, il y a beaucoup d'opérations qu'on fait 3 fois dans l'année, si on fait 3 coupes. Si on fait du maïs en silage, après, on réduit tout le temps de machinerie. Ça veut dire qu'on fait le semis, on fait la récolte. Tandis que quand on fait du foin, on fait 3 coupes, puis on fait avec différents passages. Donc, ça coûte un petit peu plus cher. Et ça peut avoir un avantage quand on a des problèmes de main-d'œuvre ou quand on va le faire à forfait. Et aussi, c'est que si on a 50 hectares de plus, est-ce qu'on peut faire de la vente de foin ou de la réserve de foin? Là, vous allez me dire, cette année, on ne peut pas vendre, mais on ne sait pas ce qui va arriver l'année prochaine. Donc, les autres avantages. Donc, on a besoin, si j'augmente mon rendement de 4 tonnes, ça c'est une supposition, ça ne veut pas dire qu'on est capable de le faire, là, mais admettons qu'on double notre rendement, ça veut dire qu'on a 2 fois moins de superficie de fourrage pour le même troupeau. Ça veut dire, en ayant 2 fois moins de superficie de fourrage, on a 2 fois plus de fumier pour ces superficies-là. On a le même troupeau, ça produit la même quantité de fumier. Donc, on fait le double de fertilisation pour ces 50 hectares-là. Là, je mets ça au mieux, là, mais c'est sûr qu'on peut avoir juste 20 %, mais là, je veux juste simplifier. On va avoir moins d'engrais à acheter parce qu'on met plus de fumier. Si on a plus de rendement, si on a 8 tonnes, quand je vois des champs qui ont un rendement de 8, 10, 12 tonnes, comme cette année, il y en a 12 tonnes, c'est facile cette année, avec 3 coupes. Si on a un rendement de 8 tonnes au lieu de 4 tonnes, c'est sûr qu'on a beaucoup moins de mauvaises herbes dans le champ. Parce que les plantes poussent plus, les bonnes plantes sont plus compétitives parce qu'elles sont dans les meilleures conditions. Donc, on a moins de mauvaises herbes dans notre champ. Si les plantes poussent plus, puis qu'il y a moins de mauvaises herbes, bien, on va avoir une meilleure qualité fourragère. Puis en plus, le chantier de récolte va être plus court parce qu'on récolte plus à la fois. Et on va améliorer notre sol plus rapidement avec les fumiers. Donc, la fertilité du sol va s'améliorer. Fait d'augmenter les rendements fait en sorte qu'on a d'autres avantages. Si on prend ça à l'envers, si on a un faible rendement, bien, on a plus de temps de main-d'œuvre à payer. On a plus de bris de machinerie, je le vois avec les producteurs, quand il n'y a pas de rendement, là, tu as juste à voir, ça fly dans le champ. Donc, on va plus vite, plus de bris de machinerie, surtout avec la main-d'œuvre. On a plus de carburant qu'on utilise. On a plus d'usure de pneus parce qu'on doit automatiquement s'éloigner du site de production. Puis quand on n'a pas de rendement puis qu'on le racle, là, vous avez sûrement déjà vu ça, surtout les années de sécheresse ou qu'on manque de foin, on regarde en arrière, le foin, on le perd. Là, il n'est pas tout ramassé parce que le foin est moins long, donc il est moins facile à racler. Donc, on perd du foin. Donc, tout ça, c'est toutes des choses qui font que ça coûte cher. Si on n'a pas de foin, s'il n'y a pas un bon rendement, souvent les producteurs vont attendre. Donc, ça va coûter plus cher. Ils vont attendre avant de récolter qu'il y ait plus de rendement dans le champ. Donc, ça va coûter plus cher en supplément, en moulé. La production de lait, automatiquement, si le foin est moins bon, moins de production de lait, moins de gain de poids. En plus,
c'est sûr que si tout ça, c'est moins, on a plus d'animaux dans l'étable parce qu'on performe moins. Et la santé, automatiquement, si on a du bon foin, généralement, ça va ensemble. Là, maintenant, je vais aller à l'étape comment on fait pour réduire les coûts de production, faire des échanges de machinerie avec les voisins. À un moment donné, j'avais vu des producteurs qu'ils font les foins ensemble. Donc, ils font racler ensemble, ils ont une seule presse pour les deux voisins. Donc, ça fait en sorte qu'on réduit les coûts de machinerie. On peut faire aussi à forfait. Ça veut dire que si on a trop de foin, on peut peut-être faire des grosses balles carrées avec du forfait ou des cumas. Donc, ça, c'est toutes des possibilités qu'on peut faire. Mais si on veut rentrer le clou comme il faut, là, comment on va réduire les intrants? Puis là, je vous donne des stratégies qu'on a souvent, qui ne sont pas les bonnes stratégies, qui ne sont pas des bonnes idées. Là, on va dire, bien là, cette année, les engrais, ça coûte trop cher, je ne fertiliserai pas. Là, les semences coûtent trop cher, donc je vais prendre du mélange B, du mélange A dans tel champ parce que c'est moins bon. Ou je vais encore mieux que ça, je vais le mélanger avec des semences certifiées. On va acheter un mélange qui coûte moins cher, mais ça a un trèfle rouge d'une coupe au lieu de trèfle rouge deux coupes. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas faire la deuxième coupe parce que ça ne fonctionnera pas. On a un semoir qu'on est obligé de mettre une dose élevée là-dedans au lieu de faire à forfait avec un semoir de précision. On ne contrôle pas les herbicides, ça coûte cher. Donc, on ne fera pas, j'ai vu ça cet automne, on ne mettra pas de Roundup cet automne dans les champs, même si on a du chien dent, pour économiser sur les herbicides. Et surtout, on ne mettra pas de chaux. Donc, ça, ces économies-là, ce n'est pas les bonnes économies. Là, vu qu'on a parlé de semences, puis je parle souvent de semis, là, cette fois-ci, je me suis dit, on va s'interroger uniquement sur la fertilisation. C'est un item où on pourrait réduire le coût des intrants, la fertilisation, puis c'est aussi un item où on peut avoir plus de rendement. Donc, la fertilisation, est-ce qu'elle est efficace quand il y a de la sécheresse ou quand il y a de la précipitation? On se pose la question. Quand c'est le sol est sec, ça ne marche pas. Est-ce que c'est plus efficace selon le nombre de coupes? Est-ce que si on fait 3 coupes, on va fertiliser plus ou moins? Est-ce que c'est de fertiliser en première coupe au printemps? Est-ce que c'est la dernière coupe, la deuxième coupe? C'est quand qu'il faut fertiliser? Quelle formule d'engrais qu'on va utiliser? Est-ce qu'on va faire seulement de l'azote, mettre de l'azote? Ou on va mettre un engrais complet? Quelle dose qu'on va utiliser? Est-ce qu'on va fertiliser ce champ-là avec des fumiers ou on va le fertiliser avec des minéraux? Est-ce qu'on va combiner les deux? Comment on va fertiliser nos prairies de graminées? Est-ce qu'on va mettre du fumier sur les prairies de graminées puis de l'engrais potassique sur nos prairies de luzerne? Est-ce qu'on va fertiliser sur les prairies qui n'ont pas un bon pH, pas un bon drainage? Est-ce que ça vaut la peine de le faire ou pas? Est-ce que je vais fertiliser pour la persistance de la luzerne ou pas? Ça, c'est juste quelques questions sur la fertilisation. Ce qui fait que quand on fait un PAF, on parle avec notre agroconseiller puis on détermine comment on va fertiliser puis quelles sont les meilleures stratégies pour la fertilisation. Puis là, quand je parle avec des agroconseillers, ils me disent tout le temps, habituellement, les producteurs ne mettent jamais ce qu'on met dans le PAF comme dose de fertilisation. Parce que si vous ne mettez pas la dose qui va être inscrite au PAF, il serait bon de discuter avec l'agroconseiller pour savoir quelle autre formule il faut utiliser. Juste ça, là, ça peut faire la différence. L'azote est toujours l'engrais le plus important en fertilisation. Donc, des prairies qui vont nécessiter plus de fertilisants. Par exemple, si vous avez des prairies qui sont pauvres en potassium, puis que vous voulez faire des légumineuses, bien, c'est sûr que le potassium devient important. Sans ça, vous ne faites pas de légumineuses, vous ne faites pas de luzerne. S'il n'y a pas le minimum de potassium, puis ça, vous devez en parler avec votre agroconseiller. Une prairie qui n'a pas reçu de fumier depuis plusieurs années, par exemple, une prairie qui est plus loin, puis que transporter du fumier, ça coûtait trop cher. Elle dit que cette année, ça va coûter encore trop cher, beaucoup plus cher encore. Donc, est-ce que cette prairie-là, on va fertiliser au minéral ou bien on va transporter du fumier? Comment on va fonctionner avec ça? Donc, elle, c'est sûr qu'elle va moins performer que celle qui est toujours fertilisée avec du fumier. Est-ce qu'on a une prairie avec un sol graveleux? Est-ce qu'on va fertiliser ou on ne fertilisera pas? Est-ce que ça dépend de la sécheresse, tout ça? Donc, on se pose des questions. Est-ce que je vais garder mes prairies de graminées qui vont nécessiter plus d'engrais minéraux ou est-ce que je vais garder mes prairies de luzerne? Des fois, on peut avoir une prairie de graminées qui performe plus ou moins, mais on a une prairie de luzerne qui performe. Laquelle que je vais renouveler, parce qu'à chaque fois que je renouvelle, ça coûte plus cher en intrants.
Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser, parce que le but de tout ça, c'est d'aller chercher le plus de rendement à l'hectare. Il y a le pH aussi qu'il faut tenir compte, là. Si on a un pH qui est plus faible que 5,8, est-ce que ça vaut la peine de renouveler cette prairie-là, alors que les plantes probablement ne persisteront pas? Donc, est-ce que cette prairie-là, on l'abandonne ou on la chaude? Est-ce que j'ai une prairie que mon implantation n'a pas bien réussi? Est-ce que je la renouvelle avant de renouveler une prairie, mettons, qui est rendue à 5-6 ans? Il faut se poser des questions. Ou je la garde? Est-ce que j'ai une prairie où est-ce que j'ai mis du pâturin? Donc, là, je suis rendu en 4e année. Le pâturin, ça fait des graminées basses qui ne donnent pas de rendement. Donc, est-ce que je la garde ou je ne la garde pas? Et si j'ai une sécheresse extrême, bien là, il faut avoir des prairies qui soient performantes. Sans ça, c'est vrai que ça ne fonctionnera pas. Moins on a de bonnes plantes dans une prairie, plus la sécheresse a des effets négatifs. Donc, toutes ces prairies-là, si on a des prairies qui n'y a pas de rendement, ça ne sert à rien de fertiliser au niveau de l'azote. Comme je vous ai dit, je parle de l'azote, mais je pourrais parler d'autres sujets, là. Donc, est-ce qu'on va fertiliser les prairies qui sont avec nos graminées ensemencées par rapport à celles qui n'en ont pas? Est-ce qu'on va faire 2 coupes ou on va en faire rien qu'une? Là, je prends la première ligne, je dis la première coupe représente 60 de nos rendements d'un régime 2 coupes. Si on fait un régime 3 coupes, c'est 50 Donc, est-ce qu'on prend des prairies, on décide de faire 2 coupes dans certaines prairies, puis 3 coupes dans d'autres? Si on veut réduire les suppléments, est-ce qu'on va fertiliser pour augmenter la teneur en protéines de certaines prairies de graminées, que cette fois-là, on va l'utiliser ensuite pour la ration alimentaire, peut-être des veaux, tout ça? Est-ce qu'on cible des champs ou est-ce qu'on va augmenter notre pourcentage de protéines en fertilisant avec l'azote? Est-ce que c'est un sol qui va tenir son eau, donc qui n'a pas d'eau dans le sol? Fait que même si on fertilise en conditions de sécheresse, puis on sait habituellement comment est-ce que ça va après 2 semaines, au niveau avant de la fertilisation, on sait si notre sol est sec, puis on fertilise, c'est sûr que ça n'aura pas d'impact, puis il n'annonce pas de pluie, donc ça n'aura pas d'impact. Donc, est-ce qu'on va fertiliser pareil? Est-ce qu'on va aller fertiliser un champ alors qu'on sait que le sol est humide et on va faire des traces, puis que ça fait déjà 1 semaine qu'on a coupé? Donc, si on va fertiliser ce champ-là, bien, on va faire des traces, on va nuire à la repousse. Dans les traces, on va avoir la luzerne qui va être moins élevée, qui va être plus courte, parce qu'on a passé pendant des conditions humides et un peu trop tard. Est-ce qu'on va fertiliser au printemps alors que le sol est froid? Et là, on sait que la luzerne ne fonctionne pas, puis la graminée a besoin d'azote plus disponible. Donc, quand on décide de fertiliser, puis ça coûte plus cher, est-ce qu'on va cibler nos meilleurs champs puis les meilleures approches? Donc là, je vais vous donner certaines choses qui font que ça ne fonctionne pas. Du fumier, étendre ça le printemps sur sol humide, on fait des traces. Souvent, quand je fais la tournée des champs, ben, je m'aperçois que des fois, on va épandre du fumier sur des sols qui sont très humides au printemps. Puis ça, c'est sûr que ça a des conséquences après. Fait qu'il va y avoir probablement du pissenlit, de la sétère qui va pousser après. Puis là, on se pose la question, mais comment ça que ça n'y a pas de rendement? Fait que ça a vraiment un gros impact. Puis la plante que je trouve qui est la pire mauvaise herbe des prairies, c'est le pissenlit. Parce que quand le pissenlit est là, on ne peut pas faire de sursemis. Donc là, on voit les traces dans cette photo-là parce qu'on a fait ça sur un sol humide au printemps. Donc, on prend ça. Ceux-là qui ont le meilleur potentiel de rendement, c'est ceux-là qui vont avoir le plus de possibilités d'augmenter les rendements. Ça veut dire que si on a des facteurs limitants, drainage, égouttement de surface, pH eau, puis fertilité du sol, c'est ça qui va nous déterminer lesquels sont les meilleurs champs, où est-ce qu'on va fertiliser. Là, maintenant, je tombe je vais vous parler d'évaluation visuelle du champ. C'est-à-dire, quand on a un champ, on est capable visuellement, en le marchant, en le regardant, en observant ce qui pousse, on est capable de déterminer avant la coupe s'il y a du rendement ou pas. Donc, comment c'est réparti dans le champ? Là, on voit de la luzerne. Quelle est la densité des plantes qui sont là? Est-ce que les plantes sont denses ou sont pas denses?
Est-ce qu'il y a une bonne densité? Est-ce qu'il y a des plaques qui n'ont pas de luzerne, donc ça va baisser les rendements? Est-ce qu'on a du pissenlit? Dans cette photo-là, on n'en a pas. Sauf que je pense que c'est dans la deuxième coupe, ça. C'est pour ça qu'on n'a pas de pissenlit. Fait qu'il aurait fallu la prendre au printemps. Est-ce qu'il y a du chien dent sur le dos? Est-ce qu'il y a des mauvaises herbes dans le champ qui vont réduire la qualité? Etc. Donc, à un moment donné, j'ai vu dans un champ un coyote. Si le coyote était dans le champ, c'est parce qu'il n'y avait pas de rendement, parce qu'un coyote, ça ne marche pas dans un champ qui a du rendement. Donc, l'uniformité des plantes fourragères dans le champ, la hauteur, la grosseur des plantes fourragères. Quand je fais la tournée des degrés jours, il y a des plantes, il y a des champs où j'ai ça de long de plantes fourragères, puis d'autres qui sont ça de long. Donc, la hauteur a beaucoup d'importance. L'espace sol par plante et la grosseur des plantes pour chaque espace sol. Et quand on marche le champ, de vérifier est-ce que il y a de la compaction ou pas. Fait juste en marchant, sans avoir avec des souliers assez souples, on est capable de déterminer si le sol est compact ou pas. Donc, dans la comptabilité, le comptable, il va vous dire, bon, ça vous coûte tant fertilisant, ça, tout ça. Ils sont capables de tout séparer ça. 15 minutes. OK. Je vais passer ça. Bon. Là, je vais arrêter de parler de fertilisation. Je vais parler des autres thèmes pour qu'on ait le temps. Donc, comment les réduire, les intrants? Là, je vous ai parlé juste de la fertilisation pour vous sensibiliser au fait qu'à la fertilisation, on a toutes sortes de décisions à prendre. Puis on ne s'en rend pas compte. Parce que quand vous recevez votre PAF, vous dites, bien, c'est ça que je vais faire telle affaire, je vais modifier telle chose, je vais réduire telle... Mais c'est des décisions que, si on les réfléchit, on va aller chercher plus de rendement. Réduire la dose de semis de moitié. Donc, ça, c'est une possibilité. Ça, les producteurs ont peur de le faire, mais si vous avez un bon semoir, vous avez un bon nivellement, vous avez une bonne préparation de sol, ça vaut la peine de le faire. Ça coûte beaucoup moins cher et on a le même rendement. La machinerie, il y en a qui vont changer de machinerie, ils vont le faire à forfait, ils vont faire des machines qui vont faire des plus grosses balles pour réduire le plastique, ça, les thèmes plastiques. Ils vont faire du foin sec. Ce que je constate, c'est qu'on fait de moins en moins de foin sec parce que c'est plus facile de faire avec du plastique, du foin d'ensilage, mais il y a des années, il y a des coupes qu'on peut le faire plus facilement. Les herbicides. Je regarde ça, des fois, on a des belles prairies qu'on va labourer, puis surtout les pâturages. Les pâturages, quand il y a une bonne gestion, il n'y a pas de chien dent. Donc, pourquoi qu'on mettrait du glyphosate dans ces champs-là si on n'en a pas besoin? Le glyphosate aussi, je le vois moins maintenant dans les dernières années, mais des fois, on ne le met pas en pleine croissance des plantes fourragères, donc c'est moins efficace. Il faut faire attention à la pluie aussi, même si on vous dit que le glyphosate a un produit qui colle sur les feuilles, quand même l'efficacité est moins bonne s'il pleut. Et plus la température est belle après, et plus ça fonctionne. Donc, au niveau du glyphosate, ça aussi, il faut faire attention, parce que ça coûte cher, le glyphosate. Maintenant, je pense que ça coûte quasiment 3 fois plus cher qu'avant. Des insecticides, on fait aussi on utilise de plus en plus des insecticides dans les prairies. Je vous dis, c'est comme les plantes de grande culture. Si on détruit les insectes dans une prairie, bien, il n'y a plus d'insectes prédateurs, il n'y a plus de pollinisateurs, il y a des conséquences à tout ça, et je ne suis pas sûre qu'à long terme, ça va maintenir les rendements. La chaux. La problématique de la chaux, c'est souvent qu'on va en mettre trop. Fait que j'ai pris cette photo aérienne-là, on voit vraiment, si c'est blanc comme ça, c'est parce qu'on en a mis pas mal. Donc, en mettre un petit peu moins, ça va faire pareil. Et vous allez pouvoir établir un budget sur plusieurs années. Donc, la priorité pour le chaulage, c'est des prairies qui ont un pH entre 6 et 6,5. Si vous avez assez de budget pour la chaux, vous pouvez en mettre quand le pH est en dessous 6, mais vous privilégiez les sols qui vont demander le moins avec un pH tampon plus faible, plus élevé. Donc, on vous mettez moins de chaux pour avoir le pH idéal. Vous mettez ça sur les terres de proximité. Pourquoi? Parce que c'est elles que si vous êtes capable d'augmenter le potentiel de rendement, ça va coûter moins cher de transport. Sur les terres en location, si vous avez une entente de location à long terme, ça, je trouve que c'est difficile à avoir. Il y a beaucoup de gens qui ne louent pas à long terme avec un contrat notarié, mais ça devient très avantageux si on est capable d'améliorer les terres en location. De le mettre en surface au lieu de l'enfouir avec un labour.
Parce que quand on met des trop grosses doses, ce qui arrive, c'est que quand ils ont déjà fait des études avec ça, ça augmente beaucoup le pH en surface et ça diminue la vie du sol. Mettre sur un sol sec, puis fin août, je pense que pour moi, là, c'est la meilleure période. Les additifs, je vous donne différentes façons de réduire les additifs. Le carburant. Là, j'ai pris une photo sur Google Maps où on peut s'amuser à se promener avec la machinerie, mais maintenant, avec le prix du carburant et le prix de la machinerie, on ne peut pas faire des signes aux extraterrestres, là, ça ne marchera pas. Donc, quand vous utilisez la machinerie, vous devez prendre un tracteur avec un HP qui va avec la machine en arrière. Si ça fait forcer le tracteur, ça veut dire que ça dépense plus de diesel. Si vous avez, il y a aussi, je ne suis pas sûre que tous les producteurs le savent, avez-vous des tracteurs économiques sur votre ferme? Puis quand vous achetez un tracteur, est-ce que vous regardez sa consommation de litres à l'heure, pour le même travail? Il y a vraiment des tracteurs qui sont économiques. On en parle plus dans les autos, mais on n'en parle pas beaucoup dans les tracteurs. La pression des pneus aussi a beaucoup de conséquences sur la consommation du carburant. Et aussi, là, c'est le temps, avec le prix des intrants, de faire du semi-direct. Quand vous augmentez les rendements, bien, les terres éloignées ou que vous louez, peut-être ça vaudra la peine de les laisser tomber pour se concentrer dans des terres plus proches ou d'acheter du foin à 40$ la balle. On l'a dit tout à l'heure, comment ça peut coûter du foin. Fait que ça serait une possibilité. Je trouve que 40$ des fois ou 50$ la balle, on se dit, bien, ça coûte trop cher. Mais selon la qualité que je vous ai dit, tout ça, ça peut être très avantageux. Fertiliser surtout les terres en proximité pour augmenter le rendement. Je suis allée voir un producteur en Abitibi qui m'a dit, depuis que j'ai compris ça, là, j'ai doublé mon rendement en Abitibi. J'ai parlé au début d'octobre. Et je pense que les gens qui font du foin de commerce sont beaucoup plus sensibilisés à ça, puis mettent beaucoup plus de fertilisants que les producteurs en production animale parce qu'ils savent, ils font leur calcul de coût de production. Donc, ça devient important. Les 3 coupes au lieu de 2 coupes, les terres à proximité, vous pouvez faire 3 coupes, moins de transport pour tout ça, puis moins de transport de toutes les machines, que 2 coupes. Donc, les terres éloignées, peut-être faire seulement 2 coupes. Aller vers le forfait, surtout en 2e coupe, là, c'est plus facile parce que c'est plus facile de faire son forfaitaire. Le prix de l'essence aussi, il y en a qui ont des petits réservoirs, peut-être avoir des plus gros réservoirs, puis il y en a aussi qui ont des réservoirs sur des terres éloignées. Ça veut dire que si vous avez une superficie qui est importante sur une terre éloignée, ça peut devenir intéressant d'avoir du diesel à cette place-là. Donc, ça, je l'ai dit, rendement fourragé. La largeur de la machinerie. Il y en a qui n'iront pas avec le forfait et tout ça parce qu'ils disent que ça coûte trop cher. Mais regardez comment ça va vous coûter au total s'il y a une largeur de machinerie qui est plus grande. Le CUMA, ça devient de plus en plus important. Le CUMA forfait, c'est avantageux maintenant parce que si vous avez de la machinerie que vous pouvez plus avoir besoin parce que vous le faites à forfait, ça devient intéressant parce que c'est la machinerie qui coûte cher en fourrage. Les essais maintenant. Fait que c'est pas vraiment le temps de faire des essais, des nouveaux engrais. Des fois, vous avez juste à faire les 10 dernières années que vous avez fait. Des fois, on vous dit, vous allez mettre tel engrais, c'est super bon. Vous allez mettre tel engrais, c'est super bon. Puis là, on change aux 2-3 ans de type d'engrais. Mais ça aussi, c'est plus le temps de faire des essais avec des engrais. Il faut faire attention aussi. J'ai un autre producteur qui a acheté du fumier de Bedpac. Bien, quand il l'a fait analyser, la richesse du fumier n'était pas là. Donc, quand on achète un fumier, on en regarde sa richesse, un peu comme le foin. Il peut y avoir du fumier qui est vraiment faible en éléments fertilisants. Des nouveaux mélanges d'engrais verts. Des fois, on fait toutes sortes de mélanges incroyables, mais ça ne veut pas dire que les mélanges tendance, ce n'est pas ça qui est le mieux. Puis, il y a un guide sur les cultures de couverture, mais fiez-vous à votre agroconseiller pour vous donner les meilleurs mélanges. Les baisses de rendement avec certaines plantes qu'on utilise. Le fameux pâturin des prés du Kentucky, il ne faut pas en semer. C'est sûr que vous allez, après 4 ans, vous allez être obligé de renouveler votre prairie parce qu'il est très compétitif, il ne donne pas de rendement. Du trèfle rouge, une coupe, au lieu de ça, je l'ai parlé. Le brome, si vous faites des coupes éloignées, du brome inerme, vous pouvez en faire. Si vous faites des coupes rapprochées, ce n'est pas de brome. Du dactyle, si vous faites des coupes hâtives au printemps, OK, mais si vous faites des coupes tardives, non. Des doses de semis élevées, je vous l'ai dit,
Les plantes fourragères vont être plus petites, vont être peu productives, donc ça ne sert à rien d'augmenter les doses. Des espèces non compatibles dans votre mélange. Des espèces qui vont moins persister, comme du régras, du fessuloium. Donc, si ça fait des trous et vous ne faites pas de sursemis, ça va faire des trous à pissenlit. Des espèces non adaptées. Par exemple, si on a du brome des prés, la fétuque des prés, c'est bon pour les pâturages. Si vous faites des coupes rapprochées, c'est correct, mais si vous n'en faites pas, c'est moins bon. Donc, un semoir performant. Et la dernière chose, la luzerne. Si vous en semez plus que 7 kg à l'hectare dans votre mélange, c'est sûr que vous n'aurez pas de graminées. Vous allez avoir un beau champ de luzerne, mais pas de graminées. Avec un bon semoir, je parle, puis une bonne préparation de ça. Le sursemis, c'est aussi un élément qui peut être risqué. On en parle beaucoup plus de ce temps-ci. Sauf que il y a beaucoup de conditions qui font en sorte que le sursemis ne fonctionnera pas. Je vais vous donner le dernier exemple que j'ai vu avec un producteur au début d'octobre. Je suis allé visiter son champ. Puis je voyais des bandes où j'avais plus de foin. J'ai dit, bon, mais il avait fait du sursemis. J'ai dit, comment ça se fait que tu as des bandes? Je ne comprends pas. Ah, c'est parce que mon semoir a mal réparti les graines. Puis là, je suis allé voir son semoir. Je voulais mettre sa photo, puis là, je n'ai pas eu le temps. Donc, là, il y avait un semoir qui était moins bonne, qui n'a pas payé cher, mais qui était usagé, mais qui n'a pas fait la job pantoute. Puis il en avait mis pas mal. Ça veut dire que du côté qu'il n'y avait pas de plantes fourragères, il n'y aura pas beaucoup de rendement. Du côté qui a mis beaucoup trop de plantes fourragères, ben, il y a trop de compétition entre les plantes, le rendement ne sera pas mieux. Fait que, carburant, le semi-direct, c'est probablement ça qui est le mieux à faire. Donc ça, on en parle depuis plusieurs années, mais là, il faut vraiment aller vers ça parce que c'est ça qui va réduire le coût des carburants. Là, cette photo-là, prairie ou pâturage. Là, il y en a qui disent, les pâturages, ça brise le sol. C'est sûr, là, on le voit du côté en bas, là, ça, c'est un pâturage. Donc, les animaux sont là, un pâturage extensif. Puis de l'autre côté, en haut, ben, on voit qu'on brise aussi les plantes avec des tracteurs. Donc, quand on me dit on brise avec les pâturages, puis qu'on ne peut pas faire plus de prairies parce que ça brise, ben, ce que je constate dans les champs, c'est qu'avec la machinerie, ça brise. Ça brise les plantes. Donc, le coût de production pour le pâturage, là, je change d'item, là, je suis rentrée dans les pâturages. Donc, ça réduit du tiers le coût de production. Ça, on le sait, on le répète depuis des années. Donc là, il faut vraiment, on a eu des conférences ce matin, on a tout ce qu'il faut pour faire des pâturages. On a tout ce qu'il faut pour aller vers les meilleures techniques. On a tout ce qu'il faut. Donc, là, ce qu'on voit, là, c'est qu'on a des cours d'exercice, on en a parlé ce matin. Une cour d'exercice, ça concentre le fumier. Donc, si on agrandit, puis on aménage autour, on va avoir autant de rendement parce que l'avantage d'un pâturage, c'est qu'on peut passer 5 fois dans l'année, 6 fois. Donc, on va chercher plus de rendement parce que la faucheuse, elle la coupe à 4 pouces, tandis que la vache, elle va aller chercher toute l'herbe qui est là. Il faut absolument passer du pâturage extensif à intensif, on le dit. Il faut passer c'est pour ça qu'on a eu une conférence ce matin, un cours d'exercice à bale grazing. On n'a pas besoin de transporter le fumier avec le bale grazing. C'est les vaches qui vont le faire. Là, je le montre ici par une photo, 2 champs que j'ai vus différents. Vous voyez, ça, c'est des balles qu'on a mis dans les pâturages. Puis là, vous voyez là, qu'on va répartir l'apport fertilisant des balles rondes par rapport à l'autre où on concentre tout au même endroit. Donc ça fait partie de la fertilisation. Le bale grazing, je le prends comme une façon d'améliorer la fertilité. Ça, maintenant, on n'a plus besoin d'ébouser. On n'a plus besoin de faire de fauchage de refus parce que ça utilise un tracteur. Comme je disais, ce matin, on disait, la herse à package, elle serait à vendre. Ça fait que vous n'avez plus besoin de faire de fauchage de refus si vous gérez mieux l'épaissance. On n'a plus besoin de faire ça. Si on a chaulé, on n'a plus besoin de faire d'épousage parce que les bouses vont disparaître d'elles-mêmes. Si on fait une bonne gestion, on rentre nos animaux assez tôt le printemps, on n'a plus besoin de faucher. Donc, à chaque fois que vous êtes sur le tracteur, à chaque fois, ça coûte des intrants, puis ça use la machinerie, puis ça prend de votre temps aussi. Donc, au lieu de faire ça, on peut faire aussi des pâturages sacrifiés.
Donc ça, on change, c'est un peu comme le bale grazing, mais on laisse plus longtemps piétiner les animaux. On laisse en surpaissance à l'automne. Puis au printemps, on peut faire du semi-conventionnel sans préparation de sol, puis ça fonctionne parce que les plantes sont tellement stressées à l'automne qu'ils ne sont plus là au printemps. Les terres louées, au lieu d'aller chercher du foin, est-ce qu'il y a possibilité de s'entendre pour les aménager en pâturage? Surtout quand on a des clôtures qui nous permettent d'avoir déjà des brise-vents. Avec les chaleurs qu'on a, les canicules, c'est bon. Ça. Participer à des cohortes du MAPAC sur les pâturages. Ça, c'est hyper intéressant parce que là, vous êtes capable de voir différents spécialistes qui apportent. On va en parler après-midi. Les notions de base du pâturage, ça aussi, c'est vraiment important. Je le représente d'une autre façon. On cherche à dire c'est toujours la même chose. Il faut avoir plus de parcelles possible. Il ne faut pas faire paître plus que 5 jours dans une parcelle. Il faut faire des rotations courtes, etc., pour avoir une meilleure paissance. Là, je veux parler aussi des céréales fourragères. Je veux parler du seigle. Je ne sais pas s'il y en a qui vont en parler aujourd'hui, mais le seigle, là, c'est la meilleure plante pour l'agriculture durable. Ça améliore la structure du sol, ça diminue la compaction, ça diminue l'utilisation des herbicides, ça peut être semé 2 ans d'affilée, on peut épandre le fumier en août. C'est vraiment une plante avec des racines fortes qui améliorent la structure du sol. C'est une plante qui va, si on le sème assez tôt en août ou à l'automne, on a moins besoin de fertiliser au printemps en azote. Donc, c'est vraiment la plante de l'agriculture durable. C'est une culture qui est économique. On peut réutiliser ces semences si on a enlevé les graines de mauvaises herbes, on a fait le test de germination, mais on ne s'assure pas à l'assurance récolte. Vous ferez vos calculs là-dessus. C'est facile à faire avec un semi-direct. Ça demande moins de main-d'œuvre parce que ça répartit le temps de main-d'œuvre. C'est celle qui a 3 fois plus de paille que n'importe quelle céréale. Si on ne veut pas faire la récolte de grains, on peut faire augmenter la paille de 15 20 par rapport à récolter du grain. Ça performe dans n'importe quel sol. Donc, des sols qu'on parlait tout à l'heure pour les plantes fourragères qui sont moins bons, le seigle va réussir à persister là-dedans. Au niveau de l'alimentation, il faut savoir qu'on peut l'ensiler au printemps si on manque de foin, puis ce ne sera pas le cas au printemps, là, mais mettons un autre printemps. La récolte de grains, c'est un grain, on a fait des analyses, ça se compare avec du maïs-grain au niveau de son amidon. Donc, ça serait du grain que vous pourrez produire chez vous. L'avoine, ça reste toujours la plante qui coûte le moins cher parce qu'il faut savoir que l'avoine, c'est la plante qui prend le moins de fertilisation puis moins d'exigence. Je suis rendue à l'avant-dernière. Dans cette diapo-là, je me suis amusée à comparer la production laitière qu'on sait qui est vraiment au top de tous les outils avec les prairies. Fait que quand on prend les vaches laitières, quand on dit que c'est compliqué, là, j'ai parlé de la fertilisation au début pour montrer comment ça peut être complexe, mais quand on regarde ce qu'on fait avec les vaches laitières puis ce qu'on fait avec nos prairies, c'est pas la même chose du tout. On connaît beaucoup moins nos prairies. On sait beaucoup moins c'est quoi les rendements. On n'a pas beaucoup d'informations. Il y a des outils, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent ces outils-là. Y en a-t-il qui les utilisent? C'est ça. Ça veut dire que ça, c'est une autre affaire que j'ai constatée. Je parlais avec un agroéconomiste. Il y a beaucoup d'outils, mais on ne les utilise pas. Conclusion, je vous laisse lire, puis on va passer à la période de questions. Merci, Mme Bélanger. C'est maintenant la période des questions, dont vous connaissez la procédure. Je vous invite au micro pour poser vos questions. Je vais me gêner pour poser quelques questions encore. La première question, on a parlé ce matin un peu d'agriculture régénératrice. Ton point de vue là-dessus par rapport, mettons que c'est bien fait sur plusieurs années, comment on pourrait estimer qu'on peut, à la limite, baisser les intrants qu'on achète en NPK? Ça, c'est une première question. Je te laisse répondre. OK. Donc, au niveau de l'agriculture régénératrice, c'est l'agriculture qu'on va apporter le moins d'intrants. C'est ça? C'est comme ça que tu l'amènes? Oui.
Ce que je trouve, c'est qu'on exporte tout ce qu'on produit. On exporte trop ce qu'on produit. On n'utilise pas assez ce qu'on fait sur la ferme. On va exporter des choses, puis on l'utilise pas sur la ferme. Tu fais l'agriculture régénératrice, tant qu'à moi, on utilise ce qu'on a sur la ferme, ce qu'on produit. Tout à l'heure, quand je disais, mettons, si tu fais du soya, on l'alimente avec le soya, pour moi, c'est ça. Puis c'est de respecter l'agro-environnement. Le seigle, je parlais que c'en était une. Au niveau de la fertilisation, ce matin, on parlait du producteur qui déroule sa balle ronde. Quand tu veux faire de l'agriculture régénératrice, c'est une des choses que tu peux faire. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a des balles rondes qui sont moins bonnes pour l'alimentation parce qu'elles ont moins bien fermenté, tout ça. Ces balles rondes-là, on ne sait jamais quoi faire avec ça. Mais pourquoi qu'on ne les étend pas avec le dérouleur comme ça? J'écoutais ça ce matin, je me disais, hey, ce serait parfait ça. Dérouler les balles rondes sur des sols qui sont moins performants, mettons des sols graveleux, pour améliorer la teneur en matière organique, la fertilité de ces sols-là. Ce serait une façon facile de faire de l'agriculture, d'améliorer nos sols avec ça. Je ne sais pas si tu penses à d'autres façons. Non, mais j'aimerais t'entendre parler, mettons qu'on prend des vieilles balles Gary, mettons un exemple assez extrême, qu'on les déroule, mais on peut enlever combien d'unités d'azote de P ou de K? As-tu une idée à peu près? On peut-tu baisser de 20 30 ou aucune de ces réponses? Ça, la recherche n'est pas faite encore. Ton feeling, c'est ça qu'on veut avoir, juste ton Ce feeling. que je sais, c'est que quand tu le fais, là, les rendements augmentent considérablement. Parce que j'ai fait des tests chez nous, là. J'ai pris comme ça, des résidus, tout ça. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça pousse beaucoup après. Puis si on lit des livres sur l'agriculture régénératrice, là, on n'explique pas tout ce qui se passe dans le sol. Ça veut dire qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans le sol, quels micro-organismes qui travaillent plus, c'est quoi tout ce qui entoure les racines des plantes. Qu'est-ce qui fait que ça augmente considérablement les rendements et beaucoup plus que de l'apport de fumier? Fait que si on laisse des résidus au sol, peu importe avec quelle technique, là, tous les résidus de foin qu'on laisse au sol, c'est pas perdu. Ça, c'est un bon point aussi. Quand on dit « Ah, il n'y a pas de rendement, puis je vais le chercher pareil », c'est peut-être mieux d'aller chercher une balle ronde à 40$ puis de laisser notre foin là, qui va apporter de la matière organique à notre sol. Parce que si tu récoltes ce foin-là, tu n'as pas de rendement, tu as dépensé du carburant, ça t'a coûté cher la balle, ça peut être jusqu'à centaines de piastres la balle ronde quand il n'y a pas de rendement. Alors que si on laisse le foin là, quand je parlais des prairies éloignées, puis souvent moins fertiles parce qu'on n'a pas emporté de fumier, bien, c'est comme une fertilisation, ce foin-là qu'on laisse là. Puis c'est une fertilisation qui est très, très, très rentable. Je prends l'autre exemple. Cette année, il y avait trop de foin. Bien, ensiler le foin sur le champ. Tu sais, tu l'ensiles direct au champ, puis tu ne le récoltes pas. Tu as assez de foin pour les champs éloignés. Ça veut dire que quand tu fais ça, tu apportes de la matière organique et les rendements, je n'ai pas de recherche là-dessus, là, mais ce qu'ils disent dans les livres là, d'agriculture régénératrice, c'est que tu vas activer une certaine vie du sol qui est différente des fumiers. Puis cette vie du sol-là est plus interreliée, ce qui fait en sorte que les rendements augmentent après. Fait qu'au lieu de transporter du foin que tu n'as pas besoin, tu l'ensiles au sol. Moi, j'appelle ça l'engrais brun. Donc, c'est un engrais que tu mets là qui va augmenter la fertilité de ton sol. Fait qu'au lieu de le transporter, puis de ne pas en avoir besoin, puis de mettre du plastique, transporter, presser, etc. La journée aujourd'hui, c'est élevage au pâturage. J'aimerais avoir ton point de vue sur comment on devrait fertiliser nos pâturages, considérant le fait que l'animal, lorsqu'il mange au pâturage, ce que je pense savoir à ce niveau-là, c'est qu'à peu près, au moins, on utilise à peu près, dans le corps de l'animal, en fait, l'animal retient à peu près 10% de NPK, Ouais. grosso modo, là, de ce qu'il mange. Donc, considérant ça, comment on devrait fertiliser les pâturages selon toi? Meilleure gestion des pâturages en commençant, donc pour réduire la superficie qu'on a besoin. Pas stresser les plantes aussi, parce que si on prend, mettons, un pâturage extensif, les plantes sont stressées parce que c'est toujours les mêmes plantes qui sont surpâturées. Donc, on stresse les plantes, puis ils finissent par disparaître. Donc, comment... Là, tu veux savoir... je suis en train de me perdre, là. En fait, la question est simple. Comment on fertilise les pâturages? Fertilise, OK. C'est parce que si on a une bonne gestion, on va avoir moins à fertiliser. Ça veut dire qu'on a une densité, admettons qu'on prend un pâturage, puis qu'on fait, mettons 100 hectares de pâturage, j'arrondis. 100 hectares. On a une bonne gestion de pâturage, on peut réduire ça à 70 hectares ou 50 hectares. Et là, la fertilité des vaches qui vont être là-dessus vont apporter plus de fumier que si on a ça sur 100 hectares. Donc, on a moins besoin d'apporter d'éléments fertilisants, plus on va chercher de rendement dans nos pâturages.
Mais pour aller chercher du rendement des pâturages, ce que je constate quand je visite des producteurs, c'est la gestion des pâturages. Ça veut dire faire assez de parcelles, je l'ai passé un petit peu vite, faire assez de parcelles, sortir les vaches à temps, puis faire des pâturages en membre. Faire tout ce qu'on veut, mais améliorer la gestion des pâturages, c'est ça qui va augmenter les rendements. Donc, on va diminuer le besoin de fertilisants parce qu'on va mettre plus, les vaches, il va y avoir plus de vaches à l'hectare, il va y avoir plus de fumier apporté par les vaches. Puis, normalement, ça va assez vite, on n'a pas besoin de fertiliser les pâturages. Si je peux me permettre, tantôt, on parlait des céréales, donc le seigle, l'avoine. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. C'est des céréales qu'on peut utiliser sur des parcelles en pâturage, mais il faut accepter donc qu'on délaisse une parcelle, puis ça va améliorer le sol parce qu'elle va être bonne seulement. On va la semer une fois, elle va améliorer la biomasse du sol, puis après, on va pouvoir repartir en pâturage. Donc, ça vient fertiliser. Ce que j'expliquais, c'est que l'avoine qu'on utilise pour faire grainer un pâturage, là, ou grainer une prairie, si on le fait en verre pour les pâturages, on va le faire brouter avant le stade gonflement. Parce que l'avoine est la plante la plus appétante pour les vaches. Fait que ils vont vraiment la brouter. Plus on va attendre pour le broutage de l'avoine, moins elle va être broutée. Et ça fait en sorte qu'on est capable de commencer tout de suite la paissance en faisant de l'avoine. C'est la meilleure plante pour le pâturage. Donc, c'est notre culture d'implantation. OK, notre culture d'implantation, puis après, on l'a mélangé avec notre graminée, notre légumineuse. Puis si jamais on veut faire encore des économies, on peut reprendre nos semences, là, parce que les semences d'avoine qu'on a, parce qu'on ne l'assure pas. Là. On n'y va pas à l'assurance récolte. Donc, c'est une autre façon de faire des économies. On prend notre avoine qui est propre, là, qui n'a pas de mauvaise herbe là-dedans. On fait notre semis, puis on fait paître aussi. De cette façon-là, ça coûte beaucoup moins cher là, pour implanter un pâturage. Ça veut dire que si on fait une implantation de pâturage pour que ça coûte le moins cher possible, pâturage sacrifié à l'automne. Ensuite, quasiment pas de travail à faire au printemps pour niveler le sol. Ensuite, on fait un semis d'avoine avec les plantes fourragères pour le pâturage. Puis ensuite, en mois de juillet, on commence tout de suite la paissance. Et l'avantage de cette parcelle-là, c'est qu'elle va s'introduire dans toutes les autres rotations à un moment où, généralement, on a moins de pâturage. Donc, quand on fait ça, on la garde pour une période où il peut manquer de foin, il peut manquer de parcelles. Donc, c'est une parcelle qui est introduite dans toute la rotation. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question? Moi, j'en aurais une autre. Je sais, on est là pour parler des pâturages, mais un peu plus tôt, vous avez passé quand même beaucoup de temps sur la fertilisation des prairies aussi. J'aurais aimé ça avoir votre opinion sur les boues municipales pour la fertilisation. Justement, j'ai parlé avec quelqu'un en septembre qui, justement, travaillait là-dedans. Là. Donc, ce qu'elle me dit, c'est qu'il faut faire très attention. Mm-hmm. Très, très attention. Je ne sais pas si vous connaissez le domaine. Là. Bien, oui. Mais justement, on est en questionnement. Donc, OK. Donc, c'est les métaux lourds, c'est tout ce qui va avec. Là. Donc, quand on utilise ces bouts-là, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Donc, elle disait qu'elle voulait travailler là-dedans. OK. Est-ce qu'il y aurait possibilité que ce soit un renversement? Plutôt que de devenir un fertilisant, ça devient comme une nuisance plus que... Bien là, parce que là, ça devient un petit peu politique. Ouais. J'aime autant pas aborder le sujet, mais ce que je vous dis, c'est que avant d'utiliser ça, là, allez voir votre conseiller, votre agroconseiller. Ayez un agroconseiller, okay, pour savoir qu'est-ce que... Faites faire des analyses poussées. Que si on n'a pas les métaux lourds, là, on ne sait pas... regardez l'usine aussi, les différentes usines que dans les environs qui s'en vont là-dedans. Là. Quels produits que les usines mettent là-dedans aussi, là, on n'a pas tout le temps ça dans les analyses. Fait que c'est ça, c'est quelque chose, là. Mm. Ah ben c'est intéressant. J'aimerais mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui parle de ça. Oui, bien, il n'y a pas de problème. Concernant les métaux lourds, j'aurais aimé ça que vous mentionniez que c'est interdit de faire paître des animaux dans un champ qui a reçu des métaux lourds, que c'est interdit de vendre soya IP qui a reçu des métaux lourds, des fertilisants comme ça, puis le blé de consommation humaine. Je me mets au défi au Québec de trouver des agriculteurs qui respectent cette règle-là. Je crois qu'il n'y en a aucun. Très bon point. Bon point. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient voulu poser des questions?
je pense que ça met fin à la période des questions. Merci, merci beaucoup.